Voilà, je vais vous parler, dans le fond, de données, de masse de données, et, euh, et puis de comment utiliser ces données. Et je vais essayer de le faire de manière un peu amusante, j'espère que ça va passer, parce que c'est quand même quelque chose qu'on peut faire de manière plutôt aride. Alors aujourd'hui, on a à disposition beaucoup d'informations. Ces informations, elles peuvent venir de notre génome, nos gènes, l'ADN qui nous constitue, mais aussi de la traduction de ce que cet ADN va faire, soit à l'échelle moléculaire dans nos cellules ou dans nos organes, notre corps, l'expression de ces gènes, mais aussi des données qui concernent notre comportement, qui concernent l'écosystème dans lequel on vit, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, etc. Et quand on met ensemble tout ça, il y a clairement aujourd'hui de très nombreux résultats. Je vous en illustre un ici qui est en oncologie, avec des traitements personnalisés qui permettent réellement d'améliorer la survie de ces patients pour lesquels on a découvert et identifié des déterminants ou des variants génomiques sensibles à certaines thérapies, euh, parfois un peu particulières comme les immunothérapies, mais pour lesquelles réellement ça fait une différence. Ou alors, comme dans cet article, où en analysant des facteurs de risque, on peut mieux comprendre les causes et identifier des gens qui peuvent présenter, en l'occurrence ici, des éléments qui vont tendre à avoir une hypertension artérielle. Il y a une grande littérature ce concernant, et cette littérature, elle fait l'objet de pas mal de débordements, on va dire, dans la presse et les médias, et certainement que vous aurez vu dans les journaux ces extraordinaires découvertes, que ce soit en génétique, que ce soit en intelligence artificielle, parfois un peu trop enthousiaste. La machine va remplacer le docteur, ça encore, c'est peut-être acceptable. Mais quand le robot va remplacer l'infirmière, franchement, ça ne sera pas drôle. Mais bref, quoi qu'il en soit, il y a beaucoup d'enthousiasme, parfois un peu d'enthousiasme débordant. Et en réalité, il y a quand même eu un hiver long et douloureux et extrêmement coûteux, notamment dans toute la génétique, où les espoirs qui étaient ceux de tous il y a encore, enfin il y a 30 ans ou il y a 20 ans, commencent aujourd'hui à porter leurs fruits. Mais c'est vrai qu'on a dû attendre quand même très longtemps pour passer d'instruments qui nous permettent de prédire, dans le fond, de prédire les choses mauvaises. Vous avez des facteurs de risque. Ouh là là, ça va mal se passer. Oui, mais bon, et on fait quoi? Oh ben ça. Et une absence thérapeutique. Aujourd'hui, on commence également à avoir des instruments qui mesurent et des instruments qui permettent de traiter. Voilà, ça c'est un peu pour l'introduction parce que je ne veux pas que vous partiez en ayant l'impression que tout ça ne marche pas. Et je vais essayer d'être un peu plus carré, terre à terre maintenant. Mais c'est pour vous dire qu'il y a vraiment plein de bonnes choses très importantes un peu partout, même si parfois l'enthousiasme est un peu trop débordant. Alors quand on parle de big data, de données massives, en fait, on pense à toutes les données qui peuvent servir de déterminants de santé. Toutes les données, c'est toutes les données. Et comme vous le voyez sur ce graphique, en réalité, il y a une partie de ces données qui sont celles de notre génome ou proches de notre génome. Il y a d'autres parties qui sont celles qui viennent de notre système de santé, le dossier du patient informatisé, par exemple. Mais quels sont les traitements qu'on a eus? Comment est-ce qu'on a répondu à ces traitements? Il y a une autre partie de ces données qui sont liées à notre comportement. C'est clair que, je vous donne un exemple un peu abrupt, mais vous avez beau avoir des gènes vraiment excellents, si vous sautez d'un avion qui vole à 10 000 mètres d'altitude sans parachute, ça va très mal se terminer. Donc, il y a clairement des problèmes comportementaux qui vont avoir une influence très importante sur la santé. Alors, plus prosaïquement, le tabac, l'alimentation et des tas d'autres choses comme ça. Et puis, bien entendu, il y a l'écosystème dans lequel on vit. Et cet écosystème, il est également celui qui est l'environnement socio-économique et l'environnement régulatoire et politique. Et selon les pays dans lesquels on vit, l'espérance de vie est plus ou moins importante, simplement parce qu'il est, par exemple, préférable de vivre aujourd'hui dans l'arc lémanique ou en Suisse que de vivre sous les bombes en Libye. Alors, je vais vous illustrer quelques-unes de ces sources de données. Vous avez ici
les déplacements des téléphones dans la région lémanique. Et ce que vous pouvez voir ici, sur ces données qui proviennent de Cités Vivantes et des données qui sont fournies par Swisscom, chaque petit point, chaque petite ligne, c'est un téléphone qui se déplace. Et donc, la plupart du temps, c'est aussi quelqu'un qui se déplace. Il y a des téléphones qui bougent tout seuls, mais quand même, c'est peu fréquent. Et vous voyez qu'on a un certain nombre de barrières. Une barrière politique, qui est la frontière entre la France et la Suisse, une barrière géographique, qui est la frontière entre la terre et l'eau, et une barrière temporelle entre le jour et la nuit. Et vous voyez que dans le fond, ces flux ne respectent pas ces trois barrières et que les flux des gens sont relativement indépendants de ces trois barrières. Et ça c'est des apprentissages très importants quand on veut commencer de faire de la santé publique, de réfléchir à la mobilité et des choses comme ça. Je vous donne ici un autre exemple, c'est des données satellitaires qui ont été utilisées pour prédire des épidémies ou des épidémies locales de la fièvre du Rift, de la vallée du Rift, et qui utilisent des informations liées à l'humidité notamment et la pluviométrie pour essayer de prédire là où il faut mettre des réserves d'eau pour que les gens puissent éviter d'être malades. Voilà, ça c'est un peu les grands big data. Et puis après, il y a d'autres données. Ben voilà, beaucoup de gens aujourd'hui portent des dispositifs comme des montres connectées, mais ça peut être des podomètres, ça peut être simplement un téléphone. Hein. Tous les téléphones depuis quelques années sont équipés de podomètres, d'accéléromètres, de gyroscopes et autres capteurs. Et tous ces capteurs génèrent beaucoup, beaucoup d'informations et permettent de savoir beaucoup de choses sur les gens qui ont ces capteurs avec eux et qui mesurent. Ici, sur cette image, vous avez par exemple en haut à votre gauche un pulsoxymètre, donc cette boucle d'oreille. C'est en fait un petit appareil qui est capable de mesurer votre pouls et l'oxygénation de votre sang. Sur l'image en haut à droite, vous avez un détecteur à ultraviolet qui mesure la quantité d'ultraviolet que vous recevez et qui vous donne une alerte quand à la plage ou quelque part, vous arrivez à un certain seuil. Voilà, pour vous donner des exemples. Et puis un peu plus récemment, vous avez certainement entendu parler de la fameuse Apple Watch qui est censée faire un électrocardiogramme. Ce n'est pas tout à fait un électrocardiogramme, en fait, elle détecte un rythme et plus ou moins les irrégularités de ce rythme. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des dispositifs qui commencent d'être très, très largement utilisés, très largement déployés. Ce n'est plus des geeks qui utilisent ça, ou plus exactement, nous devenons tous des geeks. Et comme vous le voyez sur ces deux diapositives, ce n'est pas obligatoirement des dispositifs aussi moches que ma montre. Ça peut être joli, ça peut être beau, ça peut donner envie d'être porté. Et voilà, ça n'en reste pas moins que c'est connecté. Et puis le résultat de ça, ça donne des graphiques comme celui-là. Ça, c'est moi, le matin quand je vais travailler, le vélo le matin, le vélo le soir, ou l'autre là, c'est du rameur. Voilà. Puis on voit que ben, quand même, quand on fait un effort, ben, le pouce accélère. C'est quand même un apprentissage important que de le savoir. Et voilà. Puis comme parfois on est un petit peu hypochondriaque et obsessionnel compulsif, un petit peu quand même, ben, on aime bien garder toutes ces choses et les regarder, puis se dire, ah voilà, quand même, tu vois, maintenant, regarde ta montre, tu as fait du sport aujourd'hui. Voilà, c'est parce qu'on pourrait l'oublier. Je vous montre ce cliché simplement pour casser une image qu'on a qui est celle de penser que les vieux, c'est pas ça. Ça, c'est bon, mais ça, c'est les geeks, c'est les petits jeunes qui ont des trucs pareils. Les petits jeunes et puis les un petit peu moins jeunes, mais un peu bizarres. C'est une étude qui a été faite par l'Université de Zurich et Prosenectute, c'est 2015, et vous voyez que déjà là, entre les tranches de population entre 65 et 69 ans, c'est 80% des gens qui sont connectés online au moins une fois par jour. Et quand vous regardez jusqu'à 79 ans, vous êtes largement au-dessus des 50% des gens qui sont connectés au moins une fois par jour. Et ça, c'était il y a 3 ans. Et croyez-moi, les courbes, elles n'ont pas baissé. C'est des courbes d'adoption qui continuent d'augmenter. Et donc, il faut vraiment
considérer ces technologies aujourd'hui pour toutes les populations et pas s'imaginer que ce sont des technologies qui ne sont valables que pour les petits jeunes ou qui seront d'actualité dans le futur. Le futur, c'est maintenant. Et pour un certain nombre de ces technologies, croyez-moi, le futur, c'était hier. Et si on ne le fait pas, c'est juste qu'on est déjà dans le passé. Voilà, je vous ai parlé de ces données. Maintenant, vous avez compris qu'on en a, on en a plein. C'est des grands tas de données. Ça ne veut pas dire que les données soient bonnes, soient utilisables et tout ça et tout ça. Et je vais passer un petit peu au deuxième chapitre qui est, mais comment est-ce qu'on va traiter ces données, dans quel but on a toutes ces données et puis l'intelligence artificielle. Pour le faire, je vais vous montrer un extrait d'un film qui est sorti en 2013, qui est ce genre de film que j'affectionne tout particulièrement. En l'occurrence, c'est Elysium. Alors, c'est de la science-fiction, voilà. Dans ce film, il y a des gars, des bons gars, ils ont une tête de bons gars. Ici, c'est Matt Damon. Il y a des nanas qui sont des bonnes nanas, il y a une tête de bonnes nanas, ça c'est Julie Foster. Et puis, il y a des sales gars, des sales types. Ils ont des têtes de sales gars, ils ont des têtes de sales types. Voilà, c'est clair. On les voit, on se dit ça, c'est un bon gars. Non, lui, c'est un sale type. Pendant une longue partie du film, les bons gars et les sales types se tapent dessus. On est un peu effrayé. Ouh là là, j'espère que le bon va gagner et tout et tout. On sait dans le fond que le bon va gagner, mais quand même, pendant le film, c'est pas sûr. Mais à la fin, les bons gars mettent une grosse rossée aux sales types. Les bons gars gagnent. Et généralement, le bon gars et la jolie nana, ils vécurent ensemble et eurent beaucoup d'enfants et ils restèrent ensemble pour l'éternité, voilà. Et le film est terminé, voilà. Et puis on se pose pas trop de questions. On peut sortir, manger un burger avec du ketchup. La vie est simple et tout ça, voilà. Ce genre de film, ça a juste un seul défaut, c'est que généralement, il faut aller les voir tout seul. On trouve jamais personne pour se faire accompagner, mais bon, à part ça, ça passe bien. Vous allez voir les quelques dernières secondes du film. Alors, dans ces quelques secondes de film, vous avez l'enfant, bien sûr, très malade. Voilà, vous avez la machine qui fait le diagnostic. Ouh là là, très très mauvaise nouvelle. Mais bon, la machine, elle va re-atomiser. Alors, vous voyez, elle re-atomise. Re-atomiser, c'est quand même plus long. Vous voyez que ça va beaucoup plus lentement. Faire le diagnostic, ça a pris 1 seconde et demie. Re-atomiser, ça a pris quand même 6-7 secondes. Et puis là, c'est clear, 100% clear. Et puis l'enfant, il ouvre les yeux, il va sourire. La maman, elle est libérée. Le bon gars va arriver et ils vécurent ensemble pour l'éternité, etc., etc. Et puis moi, j'ai mon burger. Voilà. Quand vous regardez ce film, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire dans ce film, à part que c'est la fin du film, c'est qu'il n'y a pas de docteur et il n'y a pas d'infirmière. Dans les autres films de science-fiction traditionnels, comme Star Trek, par exemple, avec le docteur McCoy, vous avez docteur McCoy, vous avez Spock, enfin Star Trek. Le docteur McCoy, il a un petit appareil qui s'appelle le tricorder, qui fait un bruit un peu bizarre, comme ça. Et puis il va avec ce petit appareil chez les gens généralement très cassés. Il les met sur le cou, comme ça, il appuie sur des boutons, parfois même le petit appareil, il parle, comme ça. Et puis ça fait comme une décharge électrique, le gars qui est couché, tout cassé, il va trémuler comme ça. Et puis après, hop, il est guéri, et le type se relève, il est guéri, et la vie est belle, et les règles sont respectées. Il y a le malade tout cassé, il y a le docteur qui est là, et ce docteur qui est là, il a la science et la technologie toute puissante. Les règles sont respectées. Dans ce film, vous avez à la maison la machine à laver la vaisselle, la machine à laver le linge et la machine à laver la maladie. Il n'y a pas d'infirmière, il n'y a pas de docteur, il n'y a pas de physio, il n'y a pas d'assurance, il n'y a rien de tout ça. On ne s'embête pas, il n'y a pas de DRG, il n'y a rien de tout ça. Tarmed, il n'y a plus. Et puis, très probablement que la machine à laver la maladie, il y a plein de modèles. Il y a le modèle du pauvre, on est assis, on est mal assis, ça couine un peu, ça prend une demi-heure. Et puis, il y a le modèle du riche, on est couché, il y a des petites odeurs, il y a des jolies lumières et tout ça, ça prend 12 secondes. En même temps, ça fait solarium. Enfin, on peut tout imaginer. Mais c'est une machine à laver la maladie. La médecine et l'expertise médicale devient une commodité qu'on a à la maison. Science-fiction. Est-ce que vraiment c'est de la science-fiction? En 2014, IBM dit « Nous allons faire de l'expertise médicale une commodité ». 2014.
Et ça, c'est en 2017, vous avez une société israélienne, Zebra, qui met sur le marché un système dans lequel les gens peuvent envoyer leur résonance magnétique, leur scanner, leur thorax, avec le rapport de radiologie ad hoc, et eux vont faire de l'intelligence artificielle sur ces images, vont vous renvoyer un deuxième avis, une deuxième opinion sur l'image, et tout ça pour $1. Ça coûte $1. Et évidemment, il y a beaucoup de gens qui se disent $1, allons-y. Et cette société, ben, elle va recevoir des masses d'images, avec des masses de rapports. Et cette société, elle va apprendre. Leur système est d'abord pas très bon, puis un peu meilleur, puis un peu meilleur, puis un peu meilleur. Puis petit à petit, ils vont avoir un système d'intelligence artificielle qui aura vu des milliers, des dizaines, des centaines de milliers, des millions d'images, qui aura lu des dizaines, des milliers, des centaines de milliers, des millions de rapports, et qui va commencer d'être très, très bon. Et ça va très, très vite. Parce que ces machins, ça va vite, ça n'oublie pas, ça apprend, apprend, 24 heures sur 24. Et ça, il y en a quand même plein qui le font. Vous avez ici un autre exemple avec Google, qui dans le fond ne fait rien d'autre que ce que Bob Fetter a essayé de faire quand il a inventé les DRG. Les DRG, c'était pour faire des groupes, pour identifier des groupes de pathologie, pour identifier le devenir des patients aux soins intensifs. En 1985, c'est comme ça que c'est né. Ben, il n'a rien fait d'autre que ce que fait Google. Sauf que là, c'est la machine toute seule qui a créé les groupes, qui a créé les scores. On est quand même face à beaucoup de problèmes, et c'est un petit peu ce dont je vais vous parler maintenant, c'est que dans le fond, aujourd'hui, la technologie et la science vont tellement vite dans ce domaine qu'on a de la peine à assurer la robustesse des méthodes et surtout la généralisabilité et la reproductibilité de ces méthodes. Parce qu'on maîtrise mal exactement ce qui se passe. Et qu'on est face à un vrai dilemme qui est comment est-ce qu'on construit la notion de la vérité. Quand vous faites de l'enseignement avec des étudiants, vous allez leur enseigner, voilà la vérité. Voilà ce que vous devez apprendre. Quand on enseigne l'allemand, on va dire la gifle dit Ohrfeige. C'est comme ça, c'est la vérité. La gifle, c'est dit Ohrfeige. Ça va ensemble. Et quand on enseigne la médecine, on dit ceci est la main et ceci est le doigt. C'est comme ça, c'est un doigt. Hein, ce n'est pas un pied, c'est un doigt. C'est la vérité. Et puis, on a un système de vérité qui est plus ou moins forte. On va appeler ça l'évidence. Et puis, on va finir par grader l'évidence. On est sûr de ça, on est assez sûr, on est très sûr. On a une évidence de niveau 4, de niveau 2. C'est une vérité très forte, moins forte. Alors, je vais vous parler de la vérité. Voilà, vous imaginez, ça, c'est des moines à Engelberg. Ces gens, depuis 1864, tous les jours, ils mesurent la température. Alors, je ne vais pas vous limiter parce que je n'ai pas le droit de sortir de la vidéo et du micro, mais je vais le faire quand même parce que j'ai dit à Lucien que j'allais l'embêter, donc je vais le faire. Mais il faut vous imaginer, tous les jours, il y a un type qui sort, Lucien, je sors. Il y a un type qui sort, et comme ça, il sort, et il regarde ses collègues, la scoche comme ça. Et quand la température commence. Tous les jours, le type, il va mesurer la température. Et il rentre et il note la température. Et ça, depuis plus de 100 ans, 150 ans, et la température, elle augmente. Il n'y a aucun doute. Ce n'est pas elle augmente de temps en temps et tout, elle augmente. On peut voir, elle augmente. Vous voyez ici, par exemple, sur cette courbe, c'est le CO2 en fonction du temps. Eh bien, depuis 1960, le CO2 dans l'atmosphère, il augmente. Alors après, et c'est important, est-ce qu'il y a un machin pour... un laser ici? Il y a un stylo. Ah, c'est la souris. Donc, ça affiche. Ouais, c'est pas important. C'est pas important. Ouais, c'est pas grave. Si vous regardez cette chose, ah oui, je comprends, c'est parce que le laser, on ne le voit pas sur le bidule, donc vous nous contraignez à utiliser des horribles choses comme ça. Bref.
Mais si vous regardez cette courbe au niveau de 1975 pour les gens en ligne, vous verrez que là, vers 1975, ça baisse. Donc si on regarde là, on peut dire, oui, mais le CO2, là, il baisse. Puis si vous regardez vers 1990 et des poussières, vous allez dire, ouais, mais là, il ne bouge pas. Donc quand on regarde cette courbe, on peut dire, ouais, mais bon, le CO2, il monte, il descend, il monte, il descend. Eh bien, c'est ce que certains disent. Et ça s'appelle la rhétorique. La rhétorique, c'est pas obligatoirement parler de la vérité, mais c'est vous convaincre qu'on dit la vérité. Et donc, il suffit de se concentrer sur les faits qui plaisent ou qui ne plaisent pas, que ce soit des faits ou pas d'ailleurs, c'est sans importance. Ce qui compte, c'est la manière de les présenter et de vous convaincre. Ça s'appelle la rhétorique. Et il y a vraiment des grands pros de la rhétorique. Et puis, il n'y a pas besoin d'aller les chercher très loin. Hein. On a des gens dans nos tribunes qui nous disent des trucs où on se dit, voilà, ça, il dit ça très bien, mais c'est vraiment des conneries. Nous, on n'est pas dans ce genre de système, nous, on est dans une démocratie. Alors, on peut regarder ça, il faut vous imaginer, voilà, vous êtes... Est-ce que ça monte? On peut voter. On va dire, qu'est-ce que vous pensez que ça monte? On peut prendre celui-là, on peut dire, est-ce que vous pensez que la température augmente? On peut voter. Dans une démocratie, on vote. Parce qu'on est une démocratie, on a de la peine à admettre que les faits, c'est une dictature. C'est la dictature des faits. Ce n'est pas une démocratie, les faits. C'est une dictature. Donc, les gens qui ont de la peine à admettre qu'il puisse y avoir des dictatures dans les démocraties, ils votent. Et donc, il y a des gens qui ont regardé ces trucs et ils ont voté. Dieu merci. Ils ont raisonnablement voté, ils ont regardé cette courbe et ils ont dit « Ah ouais, quand même, ça monte. » Et ils ont voté. Mais ça veut juste dire qu'il y en a plus que 50% qui ont dit oui. Hein. Mais je pense que, comme d'habitude, il y en a, soit ils se trompent de bouton, soit ils n'ont juste rien compris. Mais je pense qu'il y en a qui ont dit non. Non, non, ça ne monte pas. Ils ont regardé la courbe, ça ne monte pas. Ça, c'est la démocratie. Mais moi, certains d'entre nous, nous tous, probablement, ici, j'espère, enfin, nous avons une approche scientifique des faits. Et dans les approches scientifiques des faits, ben, on sait que les faits, ben, quand la température monte, ben, elle monte. Elle ne descend pas, elle monte. Quand le feu est rouge, ben, on peut peut-être passer, mais il est rouge, c'est tout. On ne va pas discuter, il est rouge, il est rouge. Ça ne veut pas dire qu'on ne passe pas, ça veut juste dire qu'il est rouge. C'est tout. En médecine, nous avons quand même, depuis M. Francis Crick, et ce document qui est la publication originale de 1970 dans Nature sur la nature de l'ADN, et comme vous pouvez le constater, le titre de cet article, c'est « Le dogme central de la biologie moléculaire ». Alors, vraiment, je sais que vous n'avez pas fait beaucoup de bruit jusqu'à maintenant, mais j'aurais dit un petit silence. Parce que quand même, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas un petit dogmounet. Dans toutes les religions, il y a des dogmes. Moi, je viens d'une famille de catholiques, catholiques jurassiens. Mais si je demande chez moi, c'est quoi le dogme central, ils vont se battre. Ils vont dire, ouais, c'est Marie, mais non, c'est la Trinité, mais non, c'est l'Eucharistie, mais non. Ils ne vont pas être d'accord entre eux parce que le dogme central, ouais, c'est Jésus, ouais, mais non, parce que les protestants aussi, mais gna gna gni. Le dogme central, le dogme, le truc tout en haut. En médecine, on a le dogme central. C'est quand même. Je vous en reparlerai tout à l'heure et vous allez voir comment il faut le traiter, celui-là. Je continue avec l'information. L'information, c'est elle qui contient la connaissance. Nous avons en médecine Medline. Medline, c'est PubMed, c'est la plus grosse base de données au monde de littérature médicale. Tout y est, en gros. C'est la librairie nationale américaine et depuis 1992, elle est gratuitement accessible au monde entier. Chacun, vous, tout le monde, on peut se connecter sur pubmed.org et on peut chercher des trucs et on va recevoir tout ce qui a été publié. On peut regarder les abstracts, les titres, qui a dit quoi et tout ça et tout ça. Et dans cette base de données, actuellement, il y a environ 3000 articles publiés, indexés, chaque jour. Si vous prenez des choses comme les maladies oxydatives, nous, on respire de l'oxygène. Donc, on est un système oxydatif. Comme ça, quand on respire, on a besoin d'oxygène, c'est qu'on est un système oxydatif. Donc, on rouille,
Voilà. La principale caractéristique des systèmes oxydatifs, c'est de rouiller. Voilà, ça fait partie, voilà, on rouille. Eh ben, dans ce domaine, ces 10 dernières années, il y a eu 3 millions de publications. 3 millions. Bon, si on additionne tout, 3 millions. Prenez un expert du domaine, un très bon expert, je ne vais pas me prononcer sur les grands docteurs ici, mais moi, je peux vous dire, je suis quand même professeur, tout ça, mais lire un article tous les jours de sa vie, hein, tous les jours, j'y arrive pas, moi. Je dis que j'y arrive. Hein. Quand je parle aux étudiants, je dis que j'en lis bien plus que ça. Mais la vérité, c'est que j'y arrive pas. Si vous lisez un article par jour pendant 10 ans, vous avez lu 3650 articles. Je vous fais grâce des années bissextiles, c'est congé. Donc vous avez lu en gros un article sur 1000. Donc vous êtes un ignorant. Voilà. Donc, moi, je suis un ignorant dans mon domaine. Parce qu'il est impossible de lire tout ce qui est publié dans son propre domaine de recherche. On ne parle même pas d'être capable de voir les datas de son domaine. On parle des publications de son domaine. Impossible. Donc, il nous faut des instruments, le stéthoscope de la connaissance. On a besoin de nouveaux instruments pour lire cette connaissance, parce que plus personne n'arrive à la lire. Il nous faut des machines qui vont nous la lire, nous la métaboliser, nous la pré-mâcher, de façon à ce qu'on puisse en acquérir la substantifique moelle sans devoir lire des milliers d'articles, parce qu'on n'y arrive pas, tout simplement. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que, quand même, il y a beaucoup de ces articles qui sont publiés, puis qui s'avèrent être non réplicables. Ils sont pas faux, mais ils ne sont pas justes non plus. C'est des gens qui font de la recherche, c'est ça la recherche. C'est on dit, ah, mais j'ai découvert que, et on le publie. Et puis, il y a des autres gens qui vont dire, ah, mais purée, c'est vraiment intéressant. Ils vont essayer de le refaire. Et puis, ils vont dire, ouais, on n'a pas réussi à le refaire. Ah, ben tant pis, on a dû se tromper. Parce qu'il y a tellement de facteurs qui peuvent influencer les résultats que il y a beaucoup d'articles, et c'est en gros 2 sur 3, hein, sur lesquels on dit quelque chose, puis après coup, on dit, ben non, en fait, non. On a cru que, mais non. Comme au CERN, on a trouvé un machin qui va plus vite que la vitesse de la lumière. Ouh là là, grande émoi dans le monde. Et puis quelques mois plus tard, ah ben non, il y avait un câble qui était mal branché. Ben voilà. Ben ça arrive. Eh ben c'est partout pareil. Et c'est pas qu'il y a des gens, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas des mauvais chercheurs. Parfois, c'est des choses comme ça. Il y a 30 000 articles qui vont probablement devoir être rétractés parce qu'il y a des cultures cellulaires qui ont été contaminées. Puis, c'est pas si évident, hein, notre époque, avec tout ce qui peut contaminer une culture cellulaire, de s'en rendre compte et de le détecter. Voilà. Il y a beaucoup d'autres éléments comme ça qui font qu'il est difficile aujourd'hui, dans le fond, quand on s'appuie sur la littérature, de distinguer le bon grain de l'ivraie et de remplacer l'humain qui va lire les choses et qui va faire une sorte de pesée du raisonnable en tenant compte de plein de facteurs dont on a de la peine en fait à définir les contours pour essayer de savoir qu'est-ce qui est vraiment important de ce qui ne l'est pas. Je vous donne un exemple avec ceci. Vous savez que le grand livre de la vie, l'ADN, il est écrit, ce grand livre, avec 4 lettres, A-T-G-C, les 4 lettres qui font l'ADN qui constitue nos chromosomes. Depuis quelques années, on a découvert une 5e lettre, voilà, qui se trouve dans certains, en tout cas chez les humains, qui se trouve dans plein d'organismes et chez les humains. C'est clair que c'est un peu agaçant parce que quand on lit un livre, mais qu'on n'arrive pas avec nos instruments à décoder toutes les lettres du livre, on ne lit peut-être pas la même histoire que si on était capable d'en décoder toutes les lettres. Est-ce que c'est significatif? Est-ce que ceci est une découverte importante? Est-ce qu'il faut en tenir compte? Est-ce qu'elle a été reproduite? Est-ce qu'on est sûr? Ça soulève beaucoup d'interrogations et d'incertitudes par rapport à la valeur de ceci, mais également comment interpréter tout le reste. Je vous en donne un autre d'exemple qui est celui de la réplication. La réplication, c'est quand l'ADN se sépare pour partir d'une cellule et en donner 2. Il faut qu'il se reproduise. Donc, c'est une sorte de copier-coller, copy-paste.
on a toujours pensé que le copy-paste, copier-coller de l'ADN, ben, c'était copier-coller, quoi. Puis que quand on a écrit bonjour, je vais bien et toi, puis qu'on fait copier-coller, ben, de l'autre côté, on a bonjour, je vais bien et toi. On n'a pas une autre phrase, on n'a pas coucou, comment va ton chien? On fait copier-coller, on a les deux côtés la même chose. Puis de temps en temps, il y a une erreur, une mutation, un bug. Ben là, on se rend compte que dans le fond, il y a des mécanismes qui fabriquent du bug pour fabriquer ce mécanisme fondamental de l'évolution qui est la mutation. Est-ce que c'est important? Comment faut-il le juger? Quelle est la valeur de cette information? Voilà. Je vais partir sur un autre exemple pour entrer un peu plus en détail sur la problématique de l'intelligence artificielle et je vais l'illustrer avec Google Flu. Google Flu, c'est un outil qui a été mis au point par Google il y a quelques années et qui permettait de prédire les épidémies de grippe en utilisant un certain nombre de sources de données, notamment ce que les gens recherchent sur Google, en disant bah, si les gens cherchent toux et fièvre et des choses comme ça, ben, c'est que probablement il y a de la grippe. Et ce que les gens ont montré, ici Google pour la Suisse, le Google Flu pour la Suisse, c'est que cet outil va à peu près 2 semaines, il est à peu près 2 semaines plus rapide que les réseaux habituels de médecins comme Sentinel pour la Suisse ou le CDC aux États-Unis, donc plus rapide. Il est nettement moins cher parce qu'il ne coûte rien. Et puis malheureusement, il est tout faux. Donc c'est plus rapide, c'est moins cher, mais c'est faux. Et pourquoi c'est faux? Ben, c'est probablement en partie dû à ce qu'on appelle l'overfitting, c'est-à-dire que corrélation n'est pas causalité. Je vous l'illustrerai dans une seconde. Mais aussi parce que, dans le fond, il y a certainement deux mécanismes qui sont en jeu ici. Celui de la propagation d'une épidémie. La propagation d'une épidémie, c'est un phénomène déterministe. Quand on connaît les trains, la mobilité des gens, les vents et plein de choses, on peut déterminer comment les choses vont se propager. Et puis le déclenchement, le changement de nature d'un virus qui n'était pas contagieux, puis qui devient contagieux. Et ça, c'est des phénomènes qui sont, en tout cas aujourd'hui, largement indéterministes. On ne sait pas à quel moment un phénomène de pression lié à des radicaux libres, à des processus oxydatifs, à des particules électromagnétiques vont casser des, des, des molécules et changer, créer une mutation. Je vous montre ça avec un article qui a été publié en 2012 dans le New England Journal of Medicine, célèbre journal et important journal en médecine s'il en est, et qui montre la relation qu'il y a entre la consommation de chocolat par jour, c'est ce que vous avez sur l'axe des X en bas, par année, par personne, et puis sur l'axe des Y vertical, le nombre de prix Nobel dans le même pays. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a une très forte corrélation qui est à 0,8, et vous voyez qu'il y a une espèce de ligne. Vous allez trouver la Chine, la Grèce, la Belgique, les États-Unis, l'Autriche, le Danemark, et tout en haut à droite, la Suisse, où il y a une corrélation. Plus on mange de chocolat dans le pays, plus on a de prix Nobel. Et ça, c'est le premier apprentissage de ce graphique. Le deuxième, c'est que si vous regardez la Suède, vous avez entendu parler de tous ces problèmes qu'il y a eu avec le comité Nobel en Suède ces derniers mois, problèmes et scandales d'ailleurs. Eh bien, déjà en 2012, on pouvait se douter qu'il y avait un problème parce que clairement, la Suède, elle est en dehors de cette ligne de régression parce que les Suédois, ils mangent à peu près la moitié moins de chocolat que les Suisses, mais ils ont autant de prix Nobel que les Suisses, donc ils trichent. Il y a un problème. Ça, c'est le deuxième apprentissage. Le troisième apprentissage, c'est vous allez le trouver en bas à droite, et c'est l'Allemagne. Alors, les Allemands, ils mangent autant de chocolat que les Suisses, hein, clairement, vous voyez, ils sont sur la même ligne verticale que les Suisses. Par contre, ils ont quasiment 3 fois moins de prix Nobel que les Suisses. Ben, la conclusion, c'est que le chocolat allemand est un neurotoxique. Et donc, il ne faut jamais, jamais manger, mais jamais manger de chocolat allemand. Voilà. Et le quatrième apprentissage, quand on voit ce graphique, c'est que la corrélation n'est pas la causalité. Deux choses qui sont corrélées ne veulent pas dire que ces deux choses ont quelque chose à avoir l'une avec l'autre. Bien. Il faut que j'accélère. Donc, je vais aller assez vite sur le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux qui essayent de mieux comprendre comment est-ce que ces outils d'intelligence artificielle fonctionnent. Est-ce que c'est l'intérieur même de ces outils?
Est-ce que c'est la manière de reproduire les résultats de ces outils? Et j'ai essayé de vous illustrer un petit peu une partie de ces problèmes. En 2015, il y a eu un concours un concours de beauté qui proposait à des gens qui font de l'intelligence artificielle de faire un moteur d'intelligence artificielle qui remplacerait des juges dans un concours de beauté. Et donc, pour enseigner à ce moteur, eh bien, on doit prendre des exemples. Et là, vous avez un exemple de l'époque sur Google. On tape ici man, et puis on a des images. Et donc, on peut donner ces images et le mot au moteur en lui disant ces images, c'est man. Comme ça, le moteur, il apprend avec les images, et les images, c'est man. Et puis, on peut prendre des zèbres et dire c'est zèbre, des casseroles, c'est casserole, etc., etc. Et puis on met women, parce qu'il faut qu'ils comprennent qu'une femme, c'est ça. Donc on cherche dans Google women, et puis on trouve des images, et on donne à la machine ces images, et on dit ça c'est women, et la machine apprend que ça c'est women. Et puis comme on fait un concours de beauté, on met beautiful women. Alors là, je ne vais pas vous le montrer, mais je vous laisse imaginer ce que donne beautiful women. Le problème avec ça, c'est que quand on fait marcher le moteur et qu'on fait le concours, ben ça fait un petit scandale parce que les moteurs d'AI qui ont appris comme ça, ben ce qu'ils ont appris, c'est qu'une belle femme, elle est blanche, elle est blonde, puis en gros, elle n'est pas habillée. Et, et ça, ce n'est pas parce que les moteurs sont mauvais, c'est parce que l'enseignant, qui sont les données qui viennent des données massives qui sont à disposition, l'enseignant est biaisé. Il n'a pas une vision normale des choses, il a une vision biaisée des choses. Et donc, on biaise l'apprentissage du moteur. Je vais vous montrer avec ça un petit peu comment ça fonctionne. Voilà deux images qu'on a floutées, nous, avec des techniques de jittering dans mon équipe et qu'on a présentées à des systèmes de reconnaissance de Google d'images, jusqu'à ce que Google Images ne soit plus capable de les reconnaître. Et ça, Google est capable de le reconnaître, et quand on monte ça à Google, voilà ce qui nous ramène. Et donc, vous voyez, ça, c'est l'image originale, et ça, c'est ce que Google reconnaît, l'image originale, ce que Google reconnaît. Voilà, vous avez compris maintenant comment ça fonctionne. Ces trois choses, c'est des caractéristiques saillantes. On voit qu'il y a des caractéristiques saillantes, il y a du noir, il y a du blanc, il y a des formes, des patterns, des sortes de modèles, et puis du renforcement, c'est-à-dire on le fait passer 3 fois, on répète les choses comme aux enfants. Je te répète, non, tu arrêtes de faire ça. Ça va taper, tu arrêtes de faire ça. Au bout de 4 fois, ça tape et ça a appris. Et ça s'appelle du renforcement. Voilà. Et maintenant, je sais que vous allez tous reconnaître Bill et Marilyn, et que d'ailleurs, après, dans l'apéro, vous allez dire, ouais, mais moi j'avais reconnu tout de suite Bill et Marilyn. Voilà. Et puis, je vais dire quelques mots sur la problématique de l'anonymisation. Aujourd'hui, dans ce monde du big data, c'est très difficile d'anonymiser. Et je vous informe, mais vraiment, soyez attentifs à ça, on n'est pas protégé par la masse. Ce n'est pas parce qu'il y a plein de data qu'on peut se dire « Ah ouais, non, mais, mais avec tout ça, avec tous ces milliards de data qu'il y a, moi, je disparais dans la masse, je suis l'aiguille dans la botte de foin. » Pas du tout. Plus il y a de données, plus la dimensionnalité des données est élevée, plus on peut en fait distinguer chaque élément qui est dans cette masse de données. Et ici, c'est simplement des exemples qui montrent, avec le cholestérol, 4 valeurs de cholestérol ont un pouvoir de discrimination de 1,0 pour 100 000 personnes. Il n'y a pas 2 personnes sur 100 000 qui ont 4 valeurs de cholestérol dans le sang qui sont les mêmes. Donc, c'est comme une empreinte digitale. Il n'y a pas besoin de mettre le nom, le prénom et l'adresse, juste les 4 chiffres, ça suffit. Et du coup, c'est évidemment pas banal parce que vous voyez que c'est un vrai marché. Aux États-Unis, on doit annoncer les vols de dossiers patients, et il y en a beaucoup. Sur les 6 premiers mois de l'année, c'est 2 700 000 dossiers patients qui ont été volés. Je veux quand même que vous notiez sur la première ligne à droite que le plus gros vol, c'est en fait des dossiers papier. La petite histoire, c'est un hôpital qui s'est digitalisé et ils ont débarrassé leurs archives dans des bennes, et il y a un type qui a piqué les bennes. Donc, ce n'est pas que l'informatique qui est dangereuse, c'est aussi les bennes. Il faut s'occuper de ces choses sérieusement.
Mais que tout ça, ça fait qu'il existe un marché noir du dossier patient informatisé dans lequel on peut acheter des dossiers patients informatisés et qu'aujourd'hui, les prix sont en dessous de 50 $ pour avoir un dossier patient informatisé.